Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Media Africa pour un autre rendez-vous de votre avis compte de ce vendredi 25 novembre 2022. Nous mettons le cap du côté de l'Est de la RDC où la situation sécuritaire de plus en plus devient préoccupante. Alors après que William Ruto, qui est le nouveau président du Kenya, et également aussi lorsque son prédécesseur Uhuru Kenyatta était président de la SADC, la force régionale donc de l'Afrique de l'Est, il était question de pouvoir apporter de la calmie autour de cette situation. Mais bien avant cela, il y avait d'abord eu une première tentative de négociation du côté donc de Luanda en Angola avec Raoul Lorenzo, qui est donc l'actuel chef de l'État. Tout récemment donc, il y a un autre sommet de Luanda qui s'est tenu après que la RDC est jugée, et notamment que le Rwanda est derrière le M23 et que ce M23 avait notamment pris ses quartiers dans certaines villes de l'Est du pays, notamment à Utsuru ou encore à Oshura, qui sont donc des principales villes dans la partie nord de la RDC, en Goma plus précisément. Et les résolutions ont bien sûr été prises. Le président Félix Tshisekedi de la RDC était là, mais également aussi le président, j'allais dire, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent donc Ruta, qui était également à ce rendez-vous, lequel devrait faire en sorte que de la calmie vienne entre les deux parties. La feuille de route avait été donc bien sûr adoptée. Au cours de celle-ci, il a été déclaré que le M23 devrait quitter ses positions, celles qu'elle occupe notamment dans cette partie nord de la RDC, mais qu'également il fallait procéder à un cessez-le-feu. Une feuille de route que le M23 décline et pas du tout d'accord, notamment de pouvoir faire le retrait de ses positions, puisque le mouvement, selon bien sûr son porte-parole, n'était pas sur la table des négociations, il va falloir le faire directement. Et par ailleurs, également aussi, très d'accord, sinon ouvert, pour un cessez-le-feu, quelque chose qui est attendu certainement longtemps. On est en train de comprendre la position notamment du M23. Qu'est-ce qui ferait problème si aujourd'hui le mouvement ne voudrait pas quitter ses positions afin de donner une certaine liberté à la RDC? Est-ce qu'il y a quelque chose que ce mouvement réclame, ou bien c'est un antagonisme que nous ne maîtrisons pas? C'est bien sûr avec le concours de ceux-là qui seront invités, avec qui nous allons épiloguer sur la question. Mesdames, Messieurs, sommet de Luanda, situation sécuritaire à l'est de la RDC, le M23 décline la feuille de route à adopter. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Et pour échanger à ce rendez-vous, nous avons deux invités qui sont avec nous. Nous allons d'abord commencer, si bien sûr il est déjà en ligne avec nous, Charlie Kenyé, qui est géostratège. Charlie Kenyé, si vous nous recevez, bonjour. Charlie Kenyé n'est pas encore là, le temps bien sûr pour que la connexion soit qu'elle est avec lui, mais il y a également Naraloum Abdoulaye qui est membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple ASP du côté du Burkina Faso. Monsieur, bonjour et bon vendredi. Naraloum Abdoulaye. Voilà, le temps également. Oui, allez-y. Oui, bonjour Florent, bonjour à l'ensemble de l'équipe technique de réalisation de For You Media. Bonjour à la direction générale. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Bonjour à tous les panafricains, à tous les souverainistes. Bonjour au peuple d'Afrique. Bonjour à l'Afrique. Encore merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les questions d'actualité liées à l'Afrique, surtout les questions qui sont censées nous éclairer sur les conditions ou les modalités ou les mécanismes devant nous permettre de nous libérer totalement du joug de l'impérialisme et nous garantir la souveraineté et l'indépendance totale de l'Afrique. Encore merci. Merci également à vous d'avoir pris part à ce rendez-vous. Est-ce que du côté de la réalisation, Charlie Kenyé est déjà connecté avec nous?
En attendant donc, je vous invite à suivre d'abord une mise au point de ce sommet de Luanda à travers ce reportage qui porte la signature de Foot Ndedi sur les enjeux notamment de ce rendez-vous et nous revenons donc dernière pour les échanges. Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont à Luanda à l'occasion de la tenue d'un mini-sommet sur invitation de leur homologue angolais Joao Lourenço à son qualité de médiateur de l'Union africaine et de président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Au cœur des échanges, un plan d'action pour la paix, mise en mal par l'activisme du M23 et le rétablissement de bonnes relations entre Kinshasa et Kigali. À en croire certaines informations, le nouveau plan qui sera discuté à Luanda avait déjà été présenté à Félix Tshisekedi et à Paul Kagame mi-novembre par Joao Lourenço. Il s'agit donc de la feuille de route adoptée en juillet, mais amendée et modifiée en tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Le président burundais Evariste Ndayishimiye et le médiateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, sont également invités à ce mini-sommet. En fait, il faut le rappeler, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les terroristes du M23 qui ont repris les combats dans l'est de son territoire, ce que les autorités rwandaises nient. Voilà donc, merci à vous, Foot Ndedi. Charlie Kenyé, désormais connecté avec nous. Charlie Kenyé, vous êtes géostratège et analyste. Bonjour. À tous vos millions de téléspectateurs. Bonjour à la technique par qui nous pouvons émettre le par le monde. C'est moi qui vous remercie de cet honneur. Voilà, merci. Vous êtes également, nous sommes en compagnie également de Nabaloum Abdoulaye depuis le Burkina Faso, qui est donc responsable d'une OSC. Mais avec vous, on va justement ouvrir la situation sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Il y a quelque temps, la RDC avait accusé le Rwanda d'être notamment instigateur ou sinon soutenir le M23 pour mettre à mal sa population. Il y avait eu une réaction, notamment au niveau des populations, à travers le discours prononcé par le président Félix Tshisekedi qui visait justement à faire un recrutement massif des jeunes dans le rang des armées, après notamment des villes comme Motsoro qui avaient été prises. Le problème jusqu'ici à ce niveau de pouvoir justement accuser la partie rwandaise. Est-ce que cette position, notamment la RDC, est une position qui est de fait au regard de ce qui se fait, ou bien on a clairement des éléments d'enjeu qui démontrent la part justement qui culpabiliserait ce Rwanda-là pour soutenir le M23? Bien, je pense que lorsque le président Félix Tshisekedi fait de telles annonces, de telles révélations, c'est sur la base du renseignement en sa possession. Et il faut rappeler que la République démocratique du Congo, c'est quand même l'un des plus grands services de renseignement pour les pays autour du bassin du lac Tchad. Donc, lorsqu'à ça, vous ajoutez un certain nombre de faits, par exemple le fait que la plupart des rebelles qui ont été arrêtés aujourd'hui par les populations de la République démocratique du Congo, les comités d'autodéfense, vous verrez que parmi ces rebelles-là, il y a deux nationalités qui ressortent. Premièrement, il y a la nationalité rwandaise. Deuxièmement, il y a la nationalité ougandaise. Donc, si on s'en tient sur cet élément-là, et quand on observe également les réalités géopolitiques et géostratégiques de ces sous-régions, on comprend très bien que l'insécurité qui sévit dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo bénéficie beaucoup plus au Rwanda. Donc, face à de tels éléments, dit que porter une accusation contre le Rwanda serait minimaliste de la part du président de la République démocratique du Congo, ce serait très mal voir le conflit. Parce que je dis, premièrement, c'est un chef d'État. Un chef d'État ne fait pas de déclarations fallacieuses, ne fait pas de déclarations gratuites. Un chef d'État
qui accuse un autre pays de déstabiliser son pays, le fait également sur la base du renseignement en sa possession. Et là, je parle du renseignement de tout un État. Donc, quand vous ajoutez à ça les éléments dont je venais de vous citer, comme la présence d'un certain nombre de combattants rwandais, ougandais sur le sol congolais, d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui sont pris en otage. Certains même aujourd'hui sont dans les geôles de la République démocratique du Congo. À ça, vous ajoutez ces éléments géopolitiques et géostratégiques dont je venais de dire. Vous comprenez très bien que, effectivement, le président Félix Tshisekedi a raison d'accuser le Rwanda de déstabiliser son pays. Une deuxième chose également, lorsqu'un pays ne se ressent pas dans les accusations qui sont portées contre elle, ben, elle n'a même pas besoin à répondre, encore moins même à assister aux conférences ou alors au forum de nature à véritablement amener la paix ou à apporter des négociations entre les deux États. Vous verrez que le Rwanda assiste systématiquement à toutes les rencontres de nature à pacifier la situation de crise au niveau de l'Est de la République du Congo. Donc, ça démontre à ce fait que le Rwanda sait très bien ce qui est en train de se passer à la République du Congo. Le Rwanda est partie prenante de ce qui se passe à la République du Congo. Mais mieux encore, le Rwanda aujourd'hui est une terre de repli pour ces terroristes, pour ces rebelles justement qui menacent la stabilité à la République démocratique du Congo. Donc véritablement, je crois que le président Félix Tshisekedi a raison d'accuser son homologue rwandais d'être coupable de ce que son pays subit dans sa partie Est. Voilà, justement, Charlie Kenyé, je vous prie de garder la ligne de temps pour nous de prendre Nabaloum Abdoulaye. Nabaloum Abdoulaye, aujourd'hui, donc, ça veut dire forcément dire que le fait est acté. Le Rwanda a reconnu. Le sommet de Luanda, donc, a été organisé, qui vise notamment à pouvoir apporter justement de la calmie dans cette partie est du pays qui a été prise par les rebelles du M23. Certains éléments de la feuille de route ont été annoncés, notamment le retrait des positions d'une part, mais également aussi le cessez-le-feu au regard de ce que vivent les populations. À votre avis, est-ce que justement ces points qui ont été évoqués en présence du président de la RDC et du ministre des Affaires étrangères, notamment au Rwanda, Vincent Arista, et en compagnie donc de la médiation de Raoul Lorenzo, le président de l'Angola. Ce sont des facteurs qui visent notamment à faire en sorte que cette accalmie qui est en recherchée puisse avoir lieu. Alors, de mon point de vue, je prends cette préoccupation-là sur 2 points. La RDC a d'abord un problème interne qui est le problème des groupes terroristes, notamment le M23. Et le deuxième problème, c'est le problème avec ses voisins, notamment avec le Rwanda et aussi avec les soldats ou en tout cas d'autres personnes d'autres pays comme l'Ouganda. Donc voici 2 problèmes qui se posent à la RDC. Et lorsque on lit la déclaration, le M23 l'a clairement dit qu'elle n'a pas été associée à ces concertations-là. Donc, elle ne se reconnaît pas dans ces concertations-là. Donc, comment peut-on vouloir résoudre une préoccupation, un problème aussi majeur, sans pouvoir réunir l'ensemble des acteurs? Si je prends le cas des pays voisins, ils étaient présents, mais si le M23 n'a pas été représenté à cette discussion-là, vous voyez que la discussion, tout ce qu'on a déjà convenu, c'est du non-avenu parce que ça ne pourra pas s'appliquer parce que l'autre acteur n'a pas été consulté, n'a pas été entendu sur ses préoccupations, sur sa volonté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont ses motivations? On sait que ce groupe-là existe depuis longtemps dans cette partie de l'Est. Et pourquoi est-ce qu'elle perdure? Nous savons très bien qu'il y a la volonté manifeste pour certains acteurs, peut-être des pays voisins, à ce que ce groupe-là persiste dans le temps, mais aussi il y a la question géopolitique qui est liée, je vais dire, à l'impérialisme et tous ces occidentaux-là qui battent des pieds et des mains pour que ce pays-là ne connaisse pas la stabilité, pour qu'eux, ils profitent toujours à piller les ressources,
appauvrir davantage les populations de la RDC. Donc, de mon point de vue, il faudra qu'on puisse dissocier ces deux éléments-là et trouver des réponses à ces deux éléments. Maintenant, si je prends le cas du M23, à supposer qu'effectivement, ce sont des Congolais qui se sont levés contre leurs dirigeants, je vais dire contre leurs dirigeants, alors peut-être que le président devrait engager des discussions franches pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut avoir un partage du pouvoir avec ces groupes terroristes-là pour mieux cerner les préoccupations et surtout apporter des solutions pour les populations qui en souffrent, parce que, quoi qu'on dise, c'est les populations d'abord qui sont les premières victimes de cette situation-là. Alors pourquoi ne pas aller dans un règlement en famille de la situation, notamment par la question du partage du pouvoir. Maintenant, avec les pays voisins, là, effectivement, ça peut être cette feuille de route-là, mais clairement, il faudra que ces pays-là acceptent de reconnaître leur implication. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Mali, vous voyez qu'avec les 46 soldats, le ping-pong que ça a eu, et avec même l'intervention de l'ONU, ça n'a pas permis de trouver une solution en tout cas jusqu'alors. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens d'exhiber les éléments qui incriminent ces différents pays-là et porter au-delà de la sous-région de l'Afrique de l'Est où il faut poser le problème, il faut poser le problème au plan africain, il faut poser le problème au plan international pour que déjà il y ait un examen des faits qui sont que le président reproche à ses pays voisins. Et si ces faits-là sont exhibés, alors je pense qu'il peut y avoir d'autres groupes de pression qui peuvent favoriser, en tout cas, à la résorption de cette situation. Donc, de mon point de vue, il faut regarder ces éléments-là de deux niveaux et apporter des solutions complètement différentes. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. Charlie Kenyé, je reviens vers vous. Vous avez suivi forcément l'analyse ou sinon le regard de Nabaloum Abdoulaye. Comment peut-on donc arriver à comprendre, dites-nous, monsieur le géostratège, que l'on arrive à tenir un sommet comme celui-là, avec notamment un médiateur commis par l'Union africaine qui a été également justement président de la paix, au regard notamment des actions qu'il a eu à mener sur le continent, sans toutefois inviter sur la table le grand acteur, notamment des exactions, qui est notamment le M23, en lui imposant une feuille de route, parce que ça devient comme une sorte d'imposition, mais en invitant à partir notamment les deux pays protagonistes, la RDC et le Rwanda, et c'est peut-être aussi d'autres pays frontaliers. Est-ce que le fait que le M23 décline donc la feuille de route est de manière légitime, puisqu'elle n'a pas pris part à ce rendez-vous, ou bien il était tout à fait normal de mettre de côté le M23, parce que reconnu comme une sorte de mouvement rebelle, bien étant un mouvement rebelle, on ne discute pas avec les rebelles, du moins les États ne discutent pas avec les rebelles. Permettez-nous un peu de comprendre. Bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un cas d'école de conflict management. Et en conflict management, je me souviens quand on était encore à l'école, dans la résolution de ce genre de conflit, la meilleure façon de négocier, c'est de négocier avec ceux qui financent, ceux qui mènent les opérations sur le terrain. Écoutez, le M23, forcément, ils ont des sources de financement. Ils ont des personnes qui les parrainent, qui les protègent. Donc, négocier avec eux, ce n'est pas ça qui va amener le problème. Lorsque deux belligérants n'arrivent pas à s'entendre, on regarde simplement ceux qui les financent. Bon, prenons le cas du M23. Le M23 naît en le 23 mars 2009, à la suite d'un certain nombre de contestations politiques au niveau de la République démocratique du Congo. Mais en 2012, il y a un accord de paix qui a été signé entre les rebelles du M23 et les autorités congolaises. Cet accord de paix signifiait que
les rebelles du M23 devaient justement déposer les armes et ils devaient être cantonnés au Rwanda et en Ouganda. Ça veut dire que le Rwanda habitait un camp de rebelles de M23 et l'Ouganda également habitait un autre camp de rebelles de M23. En principe, tant pour ne pas dire que ces pays les entraînaient, mais ces pays justement étaient garants du fait que ces groupes terroristes devaient être cantonnés dans ces endroits-là. Et ils ne devraient plus avoir réarmement. Or, au fil des années, on s'est rendu compte que le M23 du côté rwandais n'a fait que se réarmer aux grandes dames des autorités rwandaises qui n'ont rien dit, qui n'ont même pas respecté les accords de paix dont eux ils étaient garants. Donc, le M23 s'est réarmé, le M23 s'est réorganisé. Le M23 aujourd'hui a recruté au sein même des populations rwandaises. C'est un mouvement terroriste qui est constitué majoritairement de Rwandais. Donc il faut que les gens le savent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que ces chefs d'État comprennent que c'est avec le Rwanda qu'il faut négocier. Ce n'est pas avec le M23. Le M23 par le passé avec qui on a négocié n'a jamais respecté. Il y a un accord de paix entre le M23 et les autorités congolaises qui date de 2012, qui n'a jamais été respecté. Donc pendant que le M23 se réarmait du côté du Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda fait? Et maintenant, il faut comprendre l'enjeu derrière. Voilà pourquoi je voulais parler des enjeux géopolitiques. Écoutez, la République démocratique du Congo, l'Est principalement de la République démocratique du Congo, selon un dernier rapport des Nations Unies, rien que cette région à elle seule posséderait 80% des réserves de coltan à l'échelle internationale. À l'échelle mondiale, l'Est de la République démocratique du Congo, 80% des réserves mondiales de coltan à l'échelle internationale. Et lorsqu'on parle de coltan, je tiens à vous rappeler que c'est la première matière première qui permet à sorte que nos téléphones fonctionnent, parce que les batteries des téléphones sont faites à base de coltan. Et curieusement, vous avez des entreprises, des multinationales, à l'Est du Congo, qui continuent à exploiter ce coltan-là. En pleine forêt du Congo, vous avez des aéroports qui ont été construits où les avions décollent en permanence avec à l'intérieur les matières premières congolaises pour atterrir du côté du Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est le premier exportateur de coltan sur le marché international, alors qu'il n'y a pratiquement pas de mine de production de ce minerai sur le sol rwandais. Or, c'est là où les gens doivent comprendre cette connivence qu'il y a entre le Rwanda et un certain nombre de puissances internationales pour justement exploiter la République démocratique du Congo. Parce que les prouesses économiques, toute la fierté économique que le Rwanda nous vend aujourd'hui, là, c'est sur le sueur, c'est sur le dos, c'est sur le sacrifice du peuple congolais. Il faut que les gens le savent et on doit le dire ouvertement. Négocier avec le Rwanda ne sert à rien. Avec le M23 ne sert à rien. C'est le Rwanda qui est le point de repli. Le jour où le Rwanda va fermer ses portes au M23, on n'en parlera plus de ce mouvement rebelle. C'est justement parce que le Rwanda se sert du M23 pour créer cette situation d'instabilité à l'est du Congo qui permet aux multinationales d'exploiter les minéraux de ce pays sans véritablement rendre compte à l'État congolais. En retour, le Rwanda même profite aussi de ces minéraux. C'est cette connivence entre le Rwanda et un certain nombre de puissances étrangères qui justement maintiennent cette situation d'insécurité que nous avons à l'est du Congo. Ce n'est pas un problème du M23. C'est un problème entre la RDC et le Rwanda. Le jour où le Rwanda jouera franc jeu dans ce problème, on n'en parlera plus. Le problème, c'est que le Rwanda sait très bien qu'il en va de ces enjeux vitaux. C'est-à-dire que couper l'approvisionnement de ces minéraux à l'économie du Rwanda, vous verrez à quoi ressemblera ce pays. Et c'est un peu triste parce que le président Kagame endosse ses velléités hégémoniques sur le sang de ses frères africains. Et ça, il faut décrier. Je vous dis tantôt que si le Rwanda ne se reprochait pas de quelque chose, elle n'assisterait même pas à toutes ces rencontres. Elle y assiste justement parce qu'elle sait très bien qu'elle est un acteur majeur de ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, je tiens à rappeler que les accords de paix de Luanda ont refusé d'être signés par le ministre des Affaires étrangères rwandais. Bon, pourquoi refuser de signer ces accords de paix? Alors que simplement ces accords de paix spécifient trois choses. Le désarmement du M23, le cantonnement
et le repli. Mais à quoi bon refuser? C'est parce que je vous disais encore tantôt, tant qu'on va résoudre ce problème sans tenir compte des réalités géopolitiques, géostratégiques, qui justement font du Rwanda ce qu'il est aujourd'hui, qui conditionne même l'avenir économique de ce pays, mais on ne va pas résoudre ce problème. Le Rwanda joue justement sa survie économique, mais malheureusement sa survie économique, elle endosse sur le sang des Rwandais, et c'est en ça où je suis en train de dire que négocier avec le M23 ne servira à rien parce que par le passé, ça a été fait, ça a été contre-productif. D'ailleurs, on s'est rendu compte que le Rwanda même a participé à ce que ce M23 aujourd'hui soit réarmé. Les armes dont ils utilisent aujourd'hui, ils sont de fabrication française, américaine. Comment est-ce qu'ils les obtiennent? Qui les achète? Qui les approvisionne en armes? Posez-vous bien cette question. Vous pensez que ces armes-là pourraient atterrir au Rwanda sans que véritablement les autorités rwandaises ne soient au courant? Où est-ce qu'ils prennent l'argent pour acheter les armes-là? Forcément, ils ont des soutiens en plus haut lieu de l'État rwandais. Donc, si on n'intègre pas cette dynamique-là, on ne peut pas résoudre ce problème. Ce conflit, c'est un conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Et au Rwanda, en premier chef, le président Paul Kagame. Tant qu'on va mettre en compte cette dynamique-là et tenir compte des enjeux et des réalités géopolitiques et géostratégiques de ces régions, on pourra trouver une solution à cette crise. Si on ne regarde pas sur cet angle-là, on va maintenir les forums, maintenir les conférences et la situation sur le terrain ne changera pas. Merci à vous. On reviendra vous avez évoqué un aspect, mais je voudrais lancer Nabaloum Abdoulaye sur la question notamment, on va dire, sociétale et puis de société, lui qui est membre d'une OSC. Nabaloum Abdoulaye, c'est quand même grave quand on écoute justement ce que Charlie Kenyé est en train de dire. Parfois, on évoque souvent peut-être que le Rwanda serait justement la cause de ce problème avec son soutien au M23. Mais quand il a eu à décliner tous ces éléments, on comprend clairement qu'il s'agit là tout simplement d'un ennemi ou sinon d'un frère qui a été mis à côté afin de décimer ou de détruire complètement son frère au profit justement de la vie de ces populations et de son bien-être personnel, sans toutefois penser à un moment donné que de ce côté les gens eux également peuvent vivre, mais bénéficiant d'une belle part, notamment des puissances internationales, quelque chose qui à un moment donné pourrait se rapprocher un peu d'une sorte de déshumanisation justement dans cette partie de la RDC. Alors, je dirais que les autorités de la RDC peut-être ne jouent pas franc jeu parce que au regard de la crise qui perdure avec le M23, avec les accords qui a consisté à cantonner déjà le M23 dans d'autres pays, pour moi, d'abord, c'est une première grave erreur parce que, comme on dit toujours, le linge sale se lave en famille. Alors, si vous repoussez vos propres enfants, vos propres frères dans d'autres pays, soit disant que vous ne vous entendez pas, je pense que c'est se tirer une balle au pied et c'est ce que la RDC a fait. Maintenant, au regard de cette situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces différents sommets? Je disais tantôt que tel que présenté, c'est vraiment un sommet sans objet parce que ça ne va pas permettre de résoudre la situation. Mais je reviens toujours et j'insiste qu'il faut qu'on dissocie ces deux éléments-là pour pouvoir venir à bout. Si vraiment les autorités, je dis bien si vraiment les autorités veulent vraiment travailler à venir à bout de cette situation, parce que on sait aussi nos dirigeants quel est leur comportement, quelle est leur vision et souvent pour quel intérêt ils agissent. Ça peut être du fait du fait d'une manipulation de la population de façon générale, tendant à montrer qu'on fait des efforts pour résoudre une situation, alors qu'en réalité, il n'y a aucun effort qui est vraiment consenti pour pouvoir arriver à maîtriser la situation. C'est pourquoi moi, je vais beaucoup insister sur les organisations des sociétés civiles du côté de la RDC et surtout les populations à être regardants et aussi la classe politique à être regardant sur la vision, la façon de conduire l'État et surtout pour les questions de crise aussi majeures qui perdurent dans le temps. Parce que si on n'a pas une volonté affichée, réelle, de résoudre un problème, on va toujours tourner autour du pot
mais le problème va continuer à perdurer. Je conviens que avec le Rwanda, c'est une situation qui favorise le Rwanda, mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à bout? Cette situation, je pense que c'est d'abord la population qui doit davantage s'impliquer, surtout à mettre des éléments de contrainte, en tout cas trouver des voies et des moyens pour mettre la pression sur les gouvernants pour que ces questions-là puissent être évoquées avec sincérité, avec toute la rigueur qu'il sied pour trouver des solutions. Parce que quand on regarde, quand on met sur la table ces différents éléments qui consacrent, ou en tout cas qui devraient permettre d'apporter des solutions, on voit qu'on est véritablement très loin du bout du compte, et surtout qu'on sait très bien les enjeux géopolitiques et les enjeux géostratégiques liés aux ressources qui sont dans cette zone-là. Donc si les autorités sont vraiment sincères, je pense que à l'image de la Centrafrique, à l'image du Mali et à l'image du Burkina Faso, qui sont en train de chercher d'autres voies de solution, je pense que le Congo devrait revoir sa position pour voir est-ce qu'il ne faille pas revoir les négociations avec d'autres partenaires qui pourraient leur apporter des solutions. Parce que si vous avez des problèmes qui perdurent dans le temps et vous appliquez toujours les mêmes posologies et ça ne peut pas soigner votre mal, et pourquoi ne pas chercher d'autres solutions? Et je pense que c'est cette voie-là aussi qui peut contrebalancer cette relation actuellement tendue entre la RDC, le M23 et ses différents voisins. Parce que si on se cantonne de dire que le M23, il faut le cantonner, le M23, il faut démilitariser, sans donner en face soit des éléments de contrainte à pouvoir les démilitariser ou les cantonner, sans pouvoir les associer ou en tout cas donner d'autres éléments qui permettent de les rassurer qu'ils peuvent être considérés dans leur propre pays comme étant des fils et des filles qui peuvent contribuer pour le rayonnement de leur pays, alors il ne faut pas s'en leurrer que la crise va encore perdurer. Donc je pense qu'il faut qu'on ait ces deux éléments en vue, notamment premièrement la possibilité d'entrevoir d'autres partenariats pour résorber cette situation d'insécurité. Et j'ai donné l'exemple de la Centrafrique, du Mali et du Burkina. Et deuxième élément, c'est comment est-ce qu'avec le M23, il peut avoir des rencontres entre fils et filles de la RDC. Je suis conscient qu'il y a l'instrumentalisation des pays voisins, il y a l'instrumentalisation internationale qui est ourdie contre les autorités, mais la sincérité et la volonté réelle des autorités à pouvoir résolver cette situation sera la clé de voûte pour apporter des solutions. Et j'insiste toujours, les populations doivent davantage s'impliquer dans les possibilités de trouver des solutions parce que c'est elle toujours qui est toujours la première victime dans ces situations de crise et d'insécurité. Charlie Kenyé, peut-être pour vous, avec vos occupations de temps, puisque très bientôt on va sortir de cette émission. Alors, vous tous parlez également de plusieurs sommets qui se sont tenus et vous avez évoqué que lorsque des belligérants ne s'entendent pas, on va justement aller au niveau de ceux qui financent. On a quand même déjà beaucoup assisté à plusieurs sommets sur la question sécuritaire à l'est de la RDC. Mais plusieurs fois, on n'est pas sorti de là avec de concrets résultats. Vous avez évoqué le cas de la RDC avec notamment le M23 qui n'a pas eu à marcher. Entre la RDC et le Rwanda, il y a plusieurs sommets qui sont tenus. Voilà encore également un autre, la feuille de route a été proposée, rejetée par le M23. Est-ce que, comme le soulignait Nabaloum Abdoulaye, il n'y a pas une volonté réelle des autorités ou des gouvernants, peut-être du côté de la RDC, de ne plus d'en découdre complètement avec cette affaire, peut-être même brouiller les rapports avec le Rwanda, bien qu'il soit voisin. Et puisque ce Rwanda-là, bénéficiant de la situation, vous avez évoqué qu'elle a une part belle à l'intérieur, c'est la raison pour laquelle elle assiste. Est-ce que ce Rwanda-là est un Rwanda, justement, qui, on va dire, est sincère en venant sur la table des négociations, se disant que nous voulons certainement que les choses aillent pour le mieux, mais surtout, à côté de cela, puisqu'on va vous libérer d'un moment à un autre,
est-ce que l'absence du M23, tel que l'explique justement son porte-parole, ne viendrait pas servir davantage d'enlisement? Parce que même si ce M23 est financé, on a comme l'impression que ce M23 cherche à relever de la tête et peut-être se désolidariser, bien prendre également position comme étant une partie prenante dont la voie doit être suivie. Bien, moi je pense que nous sommes là dans un balai diplomatique. C'est-à-dire que chacun y arrive avec de bonnes intentions. C'est maintenant ce que vous déposez sur la table qui va permettre aux uns aux autres de faire des compromis. Parce que ce genre de rencontre en réalité consiste à faire quoi? À faire des compromis. Mais maintenant, pour faire des compromis, il faut déjà analyser la situation réelle sur le terrain. Il faut déceler les enjeux. À côté des enjeux maintenant, on peut permettre aux différents belligérants de faire des concessions et des compromis. Bon, si vous refusez de voir la réalité des enjeux, le roi... Allô? Allez-y. Oui, j'ai dit, le Rwanda arrive avec de bonnes intentions. Mais le Rwanda y est également, sachant qu'elle y joue sa suivi économique. La République démocratique également veut retrouver la paix après plus de 30 ans d'instabilité dans ce pays. Comment donc concilier les deux parties? Je crois qu'il y a des experts qui travaillent sur cette question, qui doivent tenir compte de ces réalités-là. Maintenant, à côté, il faut rappeler aux uns et aux autres que les dynamiques panafricaines véritablement tardent à s'imposer. Parce que dans le cas échéant, où on se rend compte que véritablement celui qui ne veut pas franchir, c'est le Rwanda, mais on développe les dynamiques de nature à l'imposer ce retour à la paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que parmi les forces combattantes du M23, je vous dis majoritairement sont des Rwandais. Alors imposer donc une force de nature à véritablement contraindre le Rwanda à revoir ses copies. C'est pourquoi j'ai apprécié le déploiement militaire dans cette partie-là. Si on voit qu'il est impossible de négocier avec le M23, autant éliminer définitivement ce mouvement rebelle. C'est un mouvement rebelle. C'est-à-dire que si ils se plaisent à sacrifier les Congolais, à tuer des Congolais, à créer des guerres civiles dans cette région, mais qu'on les oppose à la force des armes, c'est là où j'ai salué l'initiative militaire de la sous-région des pays de l'État de l'Est. C'est-à-dire qu'il faut véritablement mettre sur pied une force militaire de nature à contraindre le Rwanda à revoir ses copies à l'Est de la République démocratique du Congo, tout en ne jamais retirer l'esprit du dialogue. Parce que je vous dis toujours ceci, les négociations à l'échelle internationale sont une question de rapport de force. Le Rwanda arrivera avec de meilleures intentions si elle se rendait compte que sur le terrain, le rapport de force est en faveur de la République démocratique du Congo. Elle ferait beaucoup plus de compromis. Vous comprenez? Donc, je crois que la force militaire, c'est une bonne chose. C'est ce que je peux dire. Maintenant, ce qui concerne le M23, je dis et je continue de dire, c'est un mouvement rebelle qui est majoritairement soutenu par le Rwanda. Donc, penser que sa présence aurait servi à quelque chose, je vous dis non. La présence du Rwanda, si un accord de paix véritable est trouvé entre la République démocratique et le Rwanda, on n'entendra plus parler du M23. Ou un peu la présence, la nécessité d'avoir les leaders à cette table, non, ça n'a pas de sens. Ces leaders sont soutenus, entretenus, financés par le Rwanda avec l'aide d'un certain nombre de puissances étrangères. Ça veut dire que si on arrive aujourd'hui à contraindre le Rwanda à ne plus soutenir ce mouvement-là, on n'entendra plus parler. Les militaires qui sont sur le terrain à l'est de la République vont balayer ce mouvement et on n'entendra plus parler. Donc véritablement, c'est un problème entre la RDC et le Rwanda. Il faille que ces deux pays arrivent à un traité de paix, à un accord de cessez-le-feu. Si cela est trouvé entre les deux pays, on n'entendra plus parler du M23. Merci à vous, Charlie Kigné. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon vendredi. Navalou Abdoulaye, je viens vers vous pour sortir de cette émission, de cesser le feu, le dernier thème qu'a évoqué Charlie Kigné, analyste et stratège tout à l'heure. Il y a donc le M23 a eu à accepter le cessez-le-feu, justement, dans le sens peut-être de pouvoir tourner
faire de l'accalmie, mais a refusé complètement de revoir sa position, c'est-à-dire quitter la partie de l'est du pays, notamment les villes de Rutshuru et puis d'Ishura, ces places qui sont du côté de la région du Nord Ngoma, où elle avait justement pris de la place en évoquant la fameuse question des négociations dont vous deux avez donné des points de vue qui paraissent divergents. Est-ce que, au regard de cette affaire, de cette situation, l'on peut comprendre tout de même que le M23, qui commet des exactions sur le terrain, a une certaine pensée pieuse de vouloir que la situation soit justement apaisée afin de rétablir justement les choses au beau fixe? Non, je pense que le M23 a déjà pris position pour faire perdurer la crise. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit il faut l'intelligence des autorités, il faut l'intelligence des populations congolaises pour pouvoir arriver à cette situation. Pourquoi? Parce que le M23 s'est déjà braqué. La façon dont elle s'est positionnée, vous voyez très bien que c'est là où il y a le maximum de ressources possibles. Donc, elle se sent dans une situation de force parce que elle peut négocier d'abord avec les pays voisins, elle peut négocier avec ces marchands internationaux de la mort et des minéraux, des ressources du Congo. Donc, pour moi, il faut l'intelligence des autorités, surtout leur sincérité à pouvoir venir à bout, mais surtout, mais aussi l'intelligence des populations à contraindre les dirigeants à vraiment s'attaquer à cette situation de crise-là. Parce que, de mon point de vue, les autorités n'attaquent pas véritablement la situation avec beaucoup de force et beaucoup de sincérité. Un coup militaire à cette situation, ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Une mauvaise chose, pourquoi? Parce que si on fait le coup militaire et que le Rwanda et les autres voisins n'adhèrent pas à cette solution, c'est dire que le M23 pourra toujours avoir des bases arrière et cette situation militaire ne pourra pas apporter grandes solutions. Donc, la concertation avec les pays voisins, c'est vraiment important et ça peut être d'une première façon pour résoudre la question, mais je dis il faudra que les autorités essayent de voir d'autres options. Et les autres options dont je dis toujours, comment ne pas rechercher d'autres partenaires sur le plan militaire ou sur d'autres plans qui permettent de résoudre la question d'insécurité. Et l'autre proposition que je fais aussi, c'est rappeler effectivement les éléments de M23 qui sont dans les autres pays de rentrer. S'il y a accord avec le Rwanda pour que les cantonner là-bas, il faut remettre en cause, dénoncer ces accords-là pour que les éléments du M23 reviennent dans leur pays. Maintenant, si le Rwanda refuse de remettre en cause ou d'accepter la volonté de ne plus recevoir les éléments du M23, alors on pourra poser le problème à un autre niveau. C'est valable aussi pour les autres voisins. Donc, il faut d'abord faire rentrer les fils et les filles du M23 au pays et ensuite, maintenant, dans un deuxième temps, entamer une négociation avec eux. Parce que j'insiste beaucoup sur la négociation, quelle que soit l'instrumentalisation, de pouvoir être un élément assez essentiel qui peut permettre à ce que le M23 infléchisse par rapport à leur position. Donc voilà les éléments que moi, en tout cas, je pense que les nouvelles autorités, si elles sont sincères, si elles veulent vraiment s'attaquer au problème, si elles veulent trouver des solutions pour venir à bout de cette situation-là, alors il faudra repenser cette façon de gérer la crise. Mais j'appelle surtout les populations, j'appelle les organisations de la société civile congolaise à beaucoup plus s'impliquer dans cette situation-là parce que
il faut contraindre les dirigeants à travailler dans le sens de l'intérêt et de l'aspiration et des aspirations de leur population, chose que l'on ne perçoit pas jusque-là et assez clairement affichée et très fortement défendue. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. On rappelle que vous êtes membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple ASP du côté du Burkina, et vous êtes également le porte-parole du mouvement panafricaniste monétaire. Merci, je vous souhaite de passer une excellente journée du côté de Ouagadougou. Merci à vous, merci à l'ensemble de l'équipe technique et de réalisation, à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media, à la direction générale. Je souhaite à tous un bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Madame, Monsieur, également avec cette note que nous mettons en termes à cet autre rendez-vous de votre avis compte sur les antennes de For You Media Africa. Merci à la réalisation qui nous a permis justement de pouvoir, vous, à la maison, vous avoir et vous diffuser cette émission. Le programme de For You Media Africa se poursuit. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision.